sud-ouest du Dakota, aux États-Unis. Normalement, c'est une ville de 6 000 habitants. Sturgis, c'est dans l'hémisphère nord, donc l'hiver, nous avons beaucoup de neige et il fait froid. La vie à Sturgis, c'est très calme. Elle a tout d'une petite ville. Il y a très peu de criminalité. Beaucoup de gens viennent s'installer ici pour y fonder une famille, car ils s'y sentent en sécurité. Sauf pendant le rassemblement de motards. Des dizaines de milliers de motos, des bikers aux looks les plus improbables, des filles habillées ou pas, des soirées rock'n'roll. Chaque mois d'août, durant une semaine, les motards du monde entier se donnent rendez-vous pour une grande fête, une concentration dans la ville de Sturgis. Ils s'appellent Skulls, Mason, Edward ou encore Gilbert. Ils nous ont servi de guide à la découverte de cette culture typiquement américaine. Qui sont les bikers? Pourquoi se retrouvent-ils ici? Que se passe-t-il à Sturgis? Carnet de voyage au cœur du pays des bikers. Nous sommes encore à plus de 50 km de la ville de Sturgis, Dakota du Sud, États-Unis. Et déjà, les motos occupent toute la chaussée de l'autoroute 90. C'est le premier jour de la plus grande concentration au monde. Elle va durer une semaine. Ces 3 motards chargés à bloc ont l'air d'arriver tout juste. Sur leurs motos, tentes de camping, vêtements de rechange. Voilà déjà plusieurs jours qu'ils sont sur la route de Sturgis. Je viens de Laconia dans le New Hampshire et ces gars sont de Flushing, Queens, New York. Combien de temps pour venir jusqu'ici? On a eu quelques petits problèmes mécaniques, donc ça nous a pris 6 jours. On aime que ça dure aussi longtemps que possible. Si j'avais eu 2 semaines, on aurait pris 2 semaines pour venir, mais en 5 jours, tu peux carrément le faire. Moi, je viens pour la balade à travers le pays. Et puis pour voir mes amis rouler et être avec des motards dans une ambiance sympa. Comme Charlie et ses amis, chaque année depuis 1938, durant la 2e semaine d'août, les bikers de tout le pays se donnent rendez-vous dans cette petite ville. Sturgis se paye même le luxe d'un sign, un de ces grands écriteaux façon Hollywood. Mais le spectacle commence vraiment sur Main Street, la rue principale de la ville, et déjà un autre monde. Sorte de Disneyland pour adultes. Entre 500 et 700 000 personnes vont ici se rencontrer, rouler ou simplement faire du shopping. Dans la rue, des motos, des bikers et des filles, dénudées, pour le plus grand plaisir des hommes, majoritaires durant la concentration. Pourquoi êtes-vous déshabillés comme ça? Parce que c'est Sturgis, baby, faut s'éclater. Sturgis se présente d'abord aux visiteurs comme une fête, avec ses extravertis de toutes sortes. Comme cette jeune fille qui n'hésite pas à porter un short super pétasse. Mais si les Américains se pressent sur Main Street, c'est avant tout pour regarder les motos. Toutes sont différentes, personnalisées, parfois jusqu'à outrance. Elles sont le reflet des personnalités de leurs propriétaires. La plupart évoquent la force, la mort, arborent des signes de virilité, comme destinés à impressionner. Au hasard, nous croisons Jeff. Il est le propriétaire de cette Electra Glide Harley Davidson à la peinture plutôt macabre. C'est la première fois que vous venez à Sturgis? Non, je suis venu très souvent. Trop de fois pour compter. Tous les ans. Tous les ans. Jeff a parcouru plus de 1500 km pour venir jusqu'à Sturgis. C'est pour lui un plaisir d'expliquer pourquoi il a peint ainsi sa moto. Le thème, c'est la faucheuse. Ça commence sur le carénage. Elle te montre du doigt pour te dire qu'elle vient prendre ton âme. Et à mesure que tu recules sur la moto, tu la vois au cimetière en train de voler les âmes. Celui-ci, son temps est compté. Là, on voit la faucheuse s'éclater. Elle a un grand sourire. Et là derrière, elle a empilé ses âmes.
Tu ne peux pas l'éviter. Elle t'attrapera de toute façon un jour ou l'autre. Alors autant en profiter. Sturgis, c'est vraiment le centre de la moto? En ce moment, ouais. Mais l'hiver, c'est Daytona en Floride. Mais Sturgis, c'est le QG, quoi qu'il arrive. C'est le top du top. Tout est là, tout ce que tu veux. Dans les rues, sur les avenues, des files interminables de motos de toutes marques, de tout modèle. Sorte d'embouteillage monstre et permanent. Il nous faudra près d'une heure pour traverser les 3 km de la ville. Ces rassemblements sont typiquement américains. L'occasion de s'habiller en cuir, de montrer ses tatouages, bref, de jouer au dur. Comme dans la moitié des États d'Amérique, le port du casque ici n'est pas obligatoire, à moins vraiment de vouloir se faire remarquer. C'est légal? Ben, ça dépend d'où t'es. En France? Je ne sais pas pour la France. Ici, c'est légal. Pourquoi vous portez tous des casques comme ça? Juste pour être différent. Dans certains États où le casque est obligatoire, comme en Californie, c'est pas légal. Mais ici, le casque est pas obligatoire, alors c'est pas une infraction. Et ça représente quoi pour vous? Juste du bon temps, du plaisir. Ça fait sourire les gens. Faire rire, se faire remarquer. Car les bikers ne sont pas forcément les coriaces que l'on imagine. Les femmes, depuis une dizaine d'années, sont de plus en plus nombreuses à apprécier le monde de la moto et pas seulement pour rouler sur la selle arrière. Les Français aiment beaucoup les... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas exactement le mot. Merci. Je ride le Harley Davidson motorcycle pendant 20 ans, oui. Et j'avais à Sturgis tous les temps. Et j'aime les people qui allaient à Sturgis. Et il y a beaucoup de drinking qui se passe à Sturgis. Et beaucoup les very friendly people that are here. And j'aime the French people and God bless you guys. D'après un sondage réalisé par un assureur, 10% des motards seraient des femmes. Une passion qu'elle partage avec mari et enfant. Elle roule elle aussi? Oui, à l'arrière de la moto de mon mari. Ça s'améliore pour les familles. Il y a beaucoup de nouveaux bikers, de nouvelles motos et moins de sauvages, de dingues et de poivreaux. Et il n'y a presque plus de gens à poil. Vous êtes mariés? Je l'ai été pendant 30 ans. Je ne le suis pas en ce moment. J'ai un copain, mais il n'avait pas les moyens de venir, alors je suis venue toute seule. Vous venez d'où? Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Personne ne parle français à Albuquerque. Ah, voilà mon nouveau copain. On vient juste de se rencontrer. Je lui ai dit qu'il avait une très jolie moto et que s'il couchait avec personne ce soir, c'est que le monde ne tournait pas rond. L'amour, c'est mieux entre bikers? Ça dépote. Vous savez, c'est... Couple légitime ou non, dormir à Sturgis est presque impossible durant la Bike Week. Les motards font alors du camping partout où ils peuvent, sur de grands champs spécialement aménagés, ou même en plein centre-ville. Dwayne est musicien dans un groupe de rock. Il est venu avec sa nouvelle petite amie, coiffeuse et bikeuse, Mason. Ce couple vient du Colorado. Peu fortunés, ils font du camping dans le jardin d'une maison. À Sturgis, il y a beaucoup de gens qui louent des bouts de jardin pour les campeurs. Mais ils nous laissent nous doucher dans leur maison, ils nous font du café. Vous dormez où? Là-dedans. C'est très confortable. En fait, on a l'électricité dans celle-ci. Il y a un ventilateur au plafond pour garder la fraîcheur. Et encore heureux, cette année, il fait un peu plus frais que d'habitude. Ça vous coûte cher? Non, ça nous coûte $15 par nuit. Vous êtes près du centre-ville, hein? Ouais, c'est sympa parce qu'on peut sortir boire tranquille et rentrer s'écrouler.
C'est le 3e jour de notre séjour à Sturgis. Nous retournons sur Main Street, cette fois avec nos guides Messine et Duane. Découvrir la concentration avec les yeux de vrais bikers. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup d'histoires à Sturgis. Vous avez un musée. Vous avez des idées pour les motos, pour les bricoler vous-même. Ce qu'on regarde en particulier, c'est celles qui sortent de l'ordinaire. Les spécimens uniques au monde. Comme celle-ci qui vient de passer. Elle vient du Colorado. Les gens apportent des modifications uniques à leurs motos parce qu'elles sont tellement représentatives de qui ils sont. L'important, c'est de se démarquer. Vous venez depuis 10 ans et vous n'en avez pas marre? Non, parce que c'est la Mecque. C'est comme à la maison ici. Quand on est chez nous dans le Colorado, on roule avec 4 ou 5 autres bikers. Mais on ne peut pas le faire avec 700 000 motos et se sentir comme à la maison. Et le soir, Messine et Duane enfourchent leur Harley. Nous les suivons à la découverte de Sturgis la nuit. La soirée va commencer par une rencontre entre bikeuses. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Sous un chapiteau, une trentaine de femmes motardes ont organisé une vente aux enchères. Sous la houlette d'une bikeuse énergique, Meg McDonough, la patronne du club des Bikers Bell. Ici, c'est le Biker Bells. C'est la première fois qu'on organise cet événement. En fait, c'est un groupe de bikers qui se sont réunis pour soulever des fonds pour 2 œuvres caritatives du Dakota du Sud. On a des motards de très haut standing qui ont entre 8 et 86 ans. C'est super amusant. Viens avec moi. Et pour cette première soirée des Bikers Bell, Meg veut nous présenter quelques motardes. Les filles Clock, venez voir une seconde. Elles sont sur le point de partir avec leur mère Laura au Salar de Bonneville pour tenter de battre un record de vitesse. Vous partez quand? Aujourd'hui? Samedi? Samedi ou dimanche. Voilà, samedi ou dimanche. Pour le moment, vous détenez le record de vitesse mère-fille, exact? Elles vont tenter de dépasser les 320 km/h la semaine prochaine aux essais de vitesse du Speedway de Bonneville. Regardez bien ces filles, elles sont rapides. Alors, je vous présente une autre bikeuse. Gavin est membre de l'Actors Guild, cascadeuse. Bref, elle sait tout faire, je l'adore. Meg McDonough et les Biker Bell revendiquent le titre de bikeuse, de vraies motardes. Depuis une dizaine d'années, les femmes sont de plus en plus nombreuses à apprécier le monde autrefois très macho de la culture biker. Comme les hommes, il s'agit pour elles de liberté et de grands espaces. J'ai commencé à faire de la moto en 2003. Je n'avais jamais conduit de moto avant et je me suis acheté une Harley Davidson Road King. J'ai dû attendre 6 semaines pour prendre des cours et apprendre à la conduire. J'ai enfin pu commencer à la conduire, mais 15 jours après, j'ai perdu mon boulot. J'avais des économies à la banque en cas d'urgence. J'ai décidé que c'était mon urgence. Je suis partie pour traverser les États-Unis. J'avais 1600 km au compteur quand je suis partie. Quand je suis rentrée en juillet ou fin août, début septembre, bref, je ne sais plus, j'avais plus de 27 000 km au compteur. L'intégration des femmes au monde de la moto n'a pas été si facile. La plupart des bikeuses, comme Messine ou son amie Betsy Wellscamp, ont parfois dû supporter les railleries des hommes, les a priori. On a la liberté et la capacité de faire quelque chose que beaucoup de femmes dans ce monde ne font pas. C'est aussi une façon de faire tomber les barrières. C'était réservé aux hommes avant. Pour certaines d'entre nous, on est un peu des pionnières dans le sens où on ne veut pas... Enfin, on veut être impliqué dans les mêmes trucs que les mecs. On aime les hommes. Les trucs de filles comme ça, on les fait parce que nos amis les organisent. Et c'est sympa de participer de temps en temps. On leur file un coup de main. C'est chouette de soutenir d'autres bikeuses, mais on vient à Sturgis parce qu'il y a plein de mecs et qu'ils sont plutôt beaux gosses. Et on adore tourner autour de nos amis mecs. Je me définis comme une personne qui fait de la moto et non une motarde. Pour ces femmes, loin des clichés, elles veulent concilier leur côté motarde et leur vie de femme, de mère. Je suis maman. J'ai 3 enfants, dont un que j'ai adopté. Et je suis famille d'accueil. Dans notre culture, il y a de tout, mais beaucoup de gens pensent qu'on n'est qu'un tas d'idiots tatoués sur des motos et qu'on n'a pas beaucoup de jugeotes. Et franchement, si les gens savaient à quel point cette communauté est variée, il y a de tout, du juge à l'ouvrier en bâtiment.
Il fait maintenant nuit, mais pour Maycin et son ami Dwayne, la soirée continue. Nous les suivons jusqu'au Broken Spoke Saloon, une grande salle de concert ouverte durant toute la durée de la Bike Week. Maycin est connu ici et traité par le patron avec tous les égards. Et c'est bien sûr du rock que les bikers écoutent. Sturgis, capitale durant une semaine des motards, pourtant au milieu de nulle part. Sur une carte du monde, les États-Unis, et au centre, quelque part entre les villes de Salt Lake City et Chicago, l'État du Dakota du Sud, puis enfin la petite ville de Sturgis. Pas d'industrie, une communauté rurale de la grande plaine centrale américaine dont le premier intérêt est touristique. Il est 9h, au matin de notre 4e jour à Sturgis. C'est avec des touristes que nous avons rendez-vous, et pas n'importe lesquels, des Français. On faisait partie d'un club auparavant qui était à Cannes. Hein. On faisait des concentrations à Golfe-Juan. Et Gisèle faisait partie de l'animation avec Roger, son frère, comme elle dit. Comment ça s'organise un voyage comme ça? Il faut presque pratiquement un an. Hein. Il faut un an, le temps de tout organiser. Donc ça se passe avec Internet maintenant, on a à peu près tout ce qu'on veut. Alors donc au départ, il y a un projet à mettre en place, il y a un circuit à mettre en place, il faut l'accord de tout le monde, on se réunit. Et ensuite, je m'occupe des réservations, avion, hôtel, et puis projet financier, il faut savoir à peu près où on va. Et ensuite, c'est un petit peu à l'aventure. Gilbert et ses amis sont arrivés à Los Angeles 2 semaines plus tôt, où ils ont loué pour 3 000 € ces 3 motos. Ce matin, ils nous emmènent visiter un des monuments les plus célèbres de la région, le Mont Rushmore. Gilbert est un peu le leader de la bande, le bavard. Il est venu avec sa femme Nicole. J'ai repris la moto il y a une quinzaine d'années, parce que j'approchais de la retraite. Et puis j'ai un copain qui avait une Harley, il m'a dit tiens c'est bien, tu devrais voir, etc. Et je vois une boutique Harley Davidson, je rentre dedans et j'achète tout de suite une Harley qui était jaune à l'époque, c'était un Softail héritage. Et maintenant j'ai 2 Harley Davidson. Sur la route, on se prend en photo, on profite du paysage. Patrick, à la retraite, vient rouler presque chaque année aux États-Unis. On est en totale osmose avec la nature et on a un panorama en moto à 180 degrés et c'est formidable. Donc on apprécie tout ça sur une moto qu'on ne peut pas apprécier dans une voiture où on est enfermé. Ça, la moto, oui, c'est vraiment quelque chose de liberté. Et après une balade de près de 80 km, c'est enfin l'arrivée au fameux Mont Rushmore. Bon, regarde, c'est majestueux quand même. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Comme Gilbert nous l'avait dit, il avait prévenu. Hein. Là, ici, tu as Washington, Jefferson, Lincoln, et il m'en manque un. Il m'en manque un, et je pense qu'on va le voir tout à l'heure. Parce que... Eisenhower ? Non, Eisenhower, non. Eisenhower. Non, c'est pas lui alors. Il n'était pas encore né, lui. Ah, non. On va faire des photos de groupe ? Et nous voilà repartis en balade. Passionnés de culture américaine, notre groupe de Français nous emmène ensuite découvrir le monument dédié à un grand chef indien local, Crazy Horse. Car les terres du Dakota du Sud sont avant tout des terres indiennes. Là, il y a la répétition un petit peu de ce qu'on vient de voir. Par contre, là, c'est dédié à un grand chef indien, qui est Crazy Horse, sur un cheval, avec la main pointée vers l'horizon. Alors, on commence à voir un trou là dans le milieu, là.
Et en fait, ce trou-là, c'est pour détailler le dessous du bras et ils vont faire la tête de cheval en dessous. Il est maintenant 13h, c'est l'heure du déjeuner au Steakhouse, sorte de bistrot du Midwest. Allez, on y va! Nous suivons tous Gilbert, en verve comme on dit. Il y a des cure-dents là pour tes lunettes si tu veux. Ah, tu l'as pris? Bon, bah c'est bon. À croire même que c'est en France qu'on a inventé le one-man show. Ah, ça m'étonne pas de toi, ça, tiens. Fourmi, mashed potatoes. Mashed potatoes. In soup? Soup? Non, soup and sirloin mashed potatoes. Voilà. On va y arriver. Et moi j'ai des pommes de terre au chocolat. Master. Ah, master. On va pouvoir être calé pour cet après-midi. Bon appétit. Bon appétit à vous. Comme nos Français à Sturgis, les bikers viennent tous faire du tourisme. Au sud, le mont Rushmore ou le massif des Black Hills, à l'est, les Badlands, et à l'ouest, la ville de Deadwood. Bonjour, France. Et c'est avec Skulls, crâne en français, que nous allons nous y rendre. Tatouage, lunettes noires, bague, Skulls est un vrai biker. Ne pas se fier aux apparences, derrière son look digne d'un film d'horreur, Skulls est un paisible grand-père et même un ancien militaire. Quand j'étais dans l'armée, j'étais juste un militaire. Je n'avais pas de moto, ni tous les tatouages et tout le reste. Mais quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à me faire tatouer. J'ai adopté le style biker quand j'ai eu ma Harley. J'ai commencé à travailler le style avec mes bottes et des pantalons de cuir. Et j'ai commencé à collectionner les bagues. Mon premier Sturgis, c'était en 1999. Là, c'est ma 12e année à Sturgis. J'ai rencontré ici un ami qui faisait des bagues et j'ai décidé d'en acheter une par an. Et c'est comme ça que tous les ans, j'ai continué à ajouter des bagues. Maintenant, je n'ai plus qu'à en trouver pour mes pouces. Arrivé à la retraite, Skulls a d'abord acheté une bague, puis une autre. Puis sont venus les tatouages, jusqu'à devenir un véritable biker. Une envie qui lui est venue du cinéma. Quand j'étais gamin, Easy Rider est sorti au cinéma. Je suis tombé amoureux de ce film. Tu l'as vu, Easy Rider, avec Peter Fonda et tout? Dans le film, il portait des éperons. C'est pour ça que je porte des éperons, tu vois? Les gens me demandent pourquoi tu portes des éperons. Je pige pas. Il faut que tu vois le film. Peter Fonda, il portait des éperons. Et c'est pour ça que je le fais. C'est cool, quoi. Easy Rider, le film mythique, fondateur de la culture biker. Ce road movie raconte la dérive de deux motards. Film générationnel, il a marqué l'Amérique, qui s'est reconnue dans cette histoire de grands espaces et de liberté. Un film qui popularisa l'image des bikers, sorte de cow-boys modernes. Avec Skulls, nous arrivons à Deadwood. Cette petite ville est une véritable légende aux États-Unis. Fondée par des chercheurs d'or au 19e siècle, Deadwood était la ville du western, avec ses bagarres, ses triposés saloons et ses cow-boys. Avec Skulls, nous nous rendons au cimetière de la ville, où est enterré l'un des plus fameux d'entre eux, le légendaire Wild Bill Hickok, le héros de Skulls, qui se l'est même fait tatouer dans le dos. La liberté. Je crois que c'est ce que Wild Bill Hickok venait chercher ici. Il voulait la liberté et jouer de l'argent et boire. Je sais pas s'il cherchait de l'or, mais j'imagine qu'il aimait ça aussi. Ouais. À côté de Wild Bill Hickok repose une autre grande figure de l'Ouest américain, Calamity Jane. Éclaireuse de l'armée, légende des guerres contre les Indiens Sioux. Pour Skulls, ces grands héros de l'histoire américaine sont une source d'inspiration pour les bikers. Comme eux, ils parcourent les routes au gré de leurs envies, libres de toute contrainte. Vous pensez qu'il y a un rapport entre les cow-boys et les bikers? Ouais, c'est juste des chevaux plus rapides. Ça t'emmène plus vite où tu veux aller que les chevaux normaux. Je pense que oui. Tu enfourches ta moto, tu es assis comme tu montes à cheval, t'as tes potes à côté pour profiter de la balade, à s'éclater ensemble.
comment les bikers ont-ils remplacé les cow-boys? Et pour quelles raisons les motards se donnent-ils chaque année rendez-vous à Sturgis? Comment est née la plus grande concentration au monde de moto? C'est ici, autour de ce circuit, que tout a commencé. Nous sommes à quelques kilomètres du centre de Sturgis, des pistes de cross, un local, le club de motards des Jack Pine Gypsies. Ça, c'est mon père en tête du cortège en 1953. Ça, c'est le gars de Philip Morris qui passait à la télé. Greg Altman est le président du club des Jack Pine Gypsies. Il est l'héritier de la grande histoire de Sturgis. À l'origine, un petit groupe de motards qui décide d'organiser des balades dans la région. Pappy Hall avait quelques employés en ville. Il avait une boutique Indian Motorcycle en centre-ville. Il a rassemblé un groupe de mecs sympas. C'est parti de là. On a montré aux gens comment prendre du bon temps en faisant de la moto. Juste pour s'amuser dans le coin. C'est Pappy Hall ici. Et ça, c'est sa charmante femme Pearl. C'est eux qui ont lancé l'idée ici même. En août 1938, le club des Jack Pine Gypsies organise une Bike Week, une semaine complète consacrée à la moto. Ce rendez-vous va grandir d'année en année, jusqu'à attirer des coureurs chevronnés, des marchands ambulants et des touristes. J'ai quelques bonnes anecdotes. Un événement qui a depuis longtemps échappé aux Jack Pine Gypsies, ses créateurs. Aujourd'hui encore cantonnés à leur petit club, ils organisent toujours des courses de cross qui n'attirent plus grand monde. Tout a commencé avec le club. Entre ce que c'était et ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est incroyable. Parce que c'est devenu tellement important et il y a tellement de choses qui se passent maintenant. C'est irréel. Il y a eu un grand changement, mais plutôt dans le bon sens. De manière générale, je dirais que c'est un bon endroit pour les familles. La puissance de Sturgis aujourd'hui se mesure grâce à la présence d'une marque, Harley-Davidson. Au centre de la ville, un immense chapiteau, des centaines de visiteurs. Le fabricant de motos est la véritable star de Sturgis. Nous sommes au 71e rassemblement moto de Sturgis. C'est un des rassemblements les plus importants et les plus vieux des États-Unis. C'est le point fort de l'année pour la marque Harley-Davidson. On est ici en pleine puissance. On a une exposition gigantesque. C'est un jour magnifique. On est ici pour parler à des milliers de nos meilleurs clients qui viennent tous les ans au rassemblement pour vivre cette expérience du rassemblement moto. C'est vraiment un moment fort pour tous les gens qui font de la Harley ou toute autre sorte de moto. Chaque année, Harley-Davidson profite de la Bike Week pour présenter ses nouveaux modèles à un public de toute façon conquis d'avance. C'est une Harley-Davidson Electra Glide classique. C'est une de nos routières. Vous pouvez remarquer le célèbre carénage Batwing en forme de chauve-souris. Là, on a les valises rigides, le top case et le dosseret. Ce sont des motos très confortables pour des trajets longue distance. C'est une Harley-Davidson XR 12000X Sportster. C'est une de nos plus sportives, une de nos motos les plus performantes. C'est plus petit, plus léger, plus compact. Elle a un système de suspension très performant. Laissez-moi vous parler d'une compétition qui se déroule ici aux États-Unis, mais qui est aussi très populaire en Europe, particulièrement en Espagne et en Grande-Bretagne. C'est une course de rallye sur route qui aligne des XR 12000X modifiés. C'est un challenge très compétitif et très sportif. Les gens adorent regarder ça. Harley-Davidson, une marque créée en 1903, pratiquement le dernier fabricant américain. Tout ou presque sont personnalisés. C'est un des points forts de la marque qui gagne presque autant d'argent sur les gadgets que sur la vente de motos. Là, nous avons une Softail. Celle-ci a été totalement customisée avec des accessoires du catalogue d'usine. Cette moto a des pots d'échappement customisés, une selle siège, un guidon et des poignées customisées. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire de votre Harley. Vous achetez une moto et c'est comme si vous commenciez avec une feuille blanche. Vous pouvez en faire ce que bon vous semble, même ce dont vous n'osez pas rêver. À l'ombre de Harley-Davidson, difficile de se faire une place à Sturgis. Aucun constructeur japonais n'est présent.
Une seule marque concurrente s'est payée un stand, Indian. Concurrent de Harley-Davidson, Indian avait disparu en 1953. Elle renaît aujourd'hui par la volonté d'investisseurs désireux de s'approprier une partie du marché. Comme vous le savez probablement, Harley-Davidson se place très bien sur le marché. Avant 1953, il y avait une vraie bataille entre Indian et Harley-Davidson, les deux plus grosses marques de moto américaines. Même si aujourd'hui Harley-Davidson a une plus grosse place sur le marché, je pense que la marque Indian elle-même est très reconnaissable. C'est une très grande marque. Et je pense qu'on est en mesure d'entrer en compétition avec Harley-Davidson. Indian, ce sont aujourd'hui des motos de luxe. Des prix allant de 20 000 à 45 000 euros, soit 30% plus cher qu'une Harley-Davidson. C'est très cher? On aime dire que vous avez ce pourquoi vous payez. Tous les produits ici, vous voyez sur toutes les motos, tout est chromé, peinture customisée. Les jantes sont chromées, la fourche aussi, le cuir, je voudrais vous en parler aussi, c'est un cuir double couture très épais. Et les sacoches sont magnifiques aussi, entièrement doublées, excellente finition à l'intérieur, etc. C'est très beau. C'est de la grande qualité. On préfère dire que ce sont des produits premium plutôt de dire que c'est cher. Indian, Harley-Davidson. Les deux marques les plus importantes de l'histoire de la moto américaine ont aujourd'hui leur musée à Sturgis. Nous y avons rendez-vous avec Christina Page, la conservatrice. Nous avons tout ici. Des Indians, des Harley-Davidson, des Henderson customisés avec un V8 parce qu'un jour un type s'est dit « Tiens, pourquoi j'essaierais pas de poser un V8 sur ces deux roues ?» Disons que c'est une moto assez inhabituelle. Mais il n'y a pas que des Harley, quelques japonaises, des européennes, et au fond une curiosité, la Million Mile Moto, la moto qui a le plus roulé au monde. Nous avons cette moto qui a roulé 1 600 000 km. C'est un ancien sénateur du Wisconsin, Dave Zinn, qui l'a conduite. Il voulait la conduire de Key West à Prudhoe Bay en Alaska 11 jours. Moi, si je veux faire Key West à Prudhoe Bay, je prendrai 3 mois pour le faire. Alors vous voyez, on est tous un peu différents. Des musées, des femmes. La culture biker serait-elle assagie? Les bikers sont-ils tous de gentils contribuables sans histoire, à l'opposé de leur look, de leur réputation? Dans les rues, les policiers chargés de la surveillance n'ont effectivement pas l'air débordés. Nous avons rendez-vous avec Jim Bush, le shérif de la ville. Loin des clichés, les bikers sont pour lui des gens très calmes. Pour moi, les bikers sont la communauté la plus facile à gérer. Simplement parce que la moyenne d'âge, comme le démontrait une étude récente, est de 47 ans. En général, un homme de 47 ans sait ce qu'il veut. Il est posé, il gagne plus d'argent qu'il n'en a jamais gagné. Il conduit un jouet à $30 000. Il n'est pas juste un papillon de nuit. Alors ils portent des jeans, des vêtements de cuir, ils ont l'air de mauvais garçons, mais quand ils rentrent à la maison, ils sont médecins, avocats, policiers ou pompiers. Pour la plupart, ce ne sont pas de si mauvaises personnes. Sturgis, pas plus dangereux que Disneyland, une simple réunion de motards pacifiques, pas si simple. Car la culture biker a aussi son côté obscur. C'était génial, ouais. Faut essayer. Venez vous éclater à Sturgis en déchargeant des flingues. Vous aimerez. Un stand de tir installé dans les faubourgs de la ville. Nous sommes avec Bill Dune, ancien militaire et patron des Guns of Freedom, en français, les armes de la liberté. Sur son stand et pour une trentaine de $, les bikers peuvent tirer dans un champ avec les armes de leur choix. Pistolets, mitraillettes, bombardes ou même encore une tourelle.
C'est un M64, la dernière version. Nos unités de forces spéciales l'utilisent. La SWAT l'utilise, enfin certaines unités, ainsi que les SEAL Teams. Ça, c'est un fusil antimatériel Barrett Sniper. Il est efficace jusqu'à environ 3000 mètres. Il atteindrait l'ennemi à 2500 mètres sans problème. Voilà les munitions, 19 cm de long. Et c'est évidemment à balles réelles que l'on tire. Ça, c'est un M2. Les soldats l'appellent Madius. C'est également un calibre 50. C'était une arme très populaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au Vietnam, on l'utilise encore aujourd'hui. Ce sont les munitions. Regarde, je suis un méchant. Toutes ces armes ont un point commun entre elles. Elles ont été utilisées dans toutes les guerres que les États-Unis ont menées. Pourquoi les armes de la liberté? Ces armes à feu ont fait les guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale, Corée, Vietnam, et c'est grâce à ces armes que nous profitons de cette liberté. Si personne n'avait eu ces armes contre Mussolini ou Hitler, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pris une pierre pour la leur lancer, ils n'auraient pas pu se défendre, et tout le monde aurait fini dans les fours. Si les bikers aiment les armes, c'est que leur culture est issue de la guerre. Les premiers bikers apparaissent au début des années 50. Ce sont pour la plupart d'anciens militaires qui ont participé à la guerre en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait pas mal de gars qui rentraient de la guerre, qui cherchaient à se divertir. Ils avaient vécu des trucs de fou, tu sais. Volés en avion, ils s'étaient battus dans cette guerre, ils étaient impliqués dans des expériences incroyables. Ils ont dû reprendre leur vie. Et quand ils sont revenus pour se réinstaller dans la société américaine, ils ont récupéré les motos comme une façon de revivre l'excitation et refaire monter l'adrénaline. Tout ce qu'ils avaient ressenti en travaillant avec des machines et ce sentiment de liberté qu'ils avaient de voler en avion. Chaque année à Sturgis, un champ entier est recouvert de drapeaux américains. Il s'agit du Patriot Flag. Ils sont plantés en l'honneur des militaires de l'armée américaine. Les vétérans des guerres du Vietnam, d'Afghanistan ou encore d'Irak sont nombreux à devenir bikers. On les reconnaît aux écussons, aux patchs qu'ils arborent sur leurs vestes de cuir. Des patchs vendus ici par Inang Center. On a beaucoup d'insignes militaires, parce que la plupart des bikers sont des officiers de l'armée, ex-militaires, policiers, mais principalement militaires. Voilà ce qu'ils aiment porter après un certain âge, marine à la retraite. Ou s'ils sont allés en Irak, ou à la guerre du Golfe, ou en Afghanistan, ils aiment porter ça sur leur blouson. Vous savez pourquoi ils se sont mis à coudre des écussons au dos de leur blouson? En fait, c'est une tradition. Une fois que tu as acheté un blouson, tu dois avoir des badges dessus, sinon t'es pas considéré comme un biker. Sur les murs, les étalages, des milliers de patchs. Ils sont au goût des bikers, aux idées bien souvent nationalistes. Drapeau américain, amour de Dieu ou rejet des minorités. Ambiance patriote à l'américaine, avec l'armée en guest star. Ce qui se vend le mieux, c'est le badge 11 septembre. Les gens aiment mettre ça sur leur blouson. C'est un des symboles des USA maintenant. C'est très patriotique. Oui, ça l'est. Ils aiment se souvenir de ce moment. Du coup, on a différents badges ici. Ah, et bien sûr, les bikers veulent que tu parles leur propre langue quand tu es aux USA. Alors on en a pour eux aussi. La culture biker est aussi politique et clairement à droite de la droite. Je suis membre du Tea Party. Je n'aime pas le gouvernement et c'est une façon de m'exprimer. C'est pour ça que je porte ce badge. Ça, c'est pour le 11 septembre. Aujourd'hui, c'est d'actualité. L'administration actuelle veut me prendre mon argent pour le donner à ces gens-là, à n'importe qui. Ils appellent ça redistribution des richesses et je suis absolument contre. L'argent que je gagne dans ma vie, c'est mon argent. En réaction contre l'État, certains clubs de motards vivent même en dehors de la légalité. Ils s'appellent Hells Angels, Mongols
ou encore Sons of Silence. Dans les rues de Sturgis, ces clubs sont invisibles, à cela une bonne raison. Dans les restaurants et les bars, leurs vestes, synonymes de violence et surnommées couleurs, sont interdites. Pourtant, cette année encore, durant la concentration, ces clubs ont fait parler d'eux. Sur ces images tournées avec un téléphone portable, un début de bagarre entre des Mongols et des Hells Angels. La scène n'a duré que quelques secondes avant que la police n'intervienne. Cette année, juste la nuit dernière, on a eu une bagarre entre gangs de bikers criminels. On a arrêté quelques individus et il y a 2 personnes qui ont été blessées à l'arme blanche. Ça arrive. Et la plupart du temps, quand ça arrive, ce sont des bandes criminelles. Car ces bandes de motards se vouent entre eux une véritable haine. Comme sur ces images de vidéosurveillance filmées en 2002. Dans un casino du Nevada, une bagarre éclate entre un groupe de Hells Angels et une bande rivale. Elle se soldera par 3 morts. Edward Winterhalter a fait partie des Bandidos, un club considéré comme dangereux aux États-Unis. Aujourd'hui auteur à succès, Edward a quitté les Bandidos après avoir fait un séjour en prison, à cause précisément de son appartenance à ce club. Quand tu deviens membre d'un club de bikers criminels, tu comprends que... Enfin, je crois que c'est parce que tu es attiré par ce style de vie. Tu prends le bon comme le mauvais. Une partie du mauvais, c'est d'être suivi par la police. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Pour ma part, je vivais en Oklahoma. Et je ne me suis fait arrêter pour la première fois que 5 ans après avoir intégré les Bandidos. Et les flics étaient choqués que je vive là. Ils ne savaient pas. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils me surveillent. Ces clubs ne sont plus les bienvenus à Sturgis aujourd'hui. Les bikers sont ici avant tout pour s'amuser et pour se détendre. C'est pour ça que j'aime le Buffalo Chip. Bienvenue au Buffalo Chip. Quelques boutiques, une scène de concert et surtout une ambiance torride. Cette espèce de camp retranché est situé à une quinzaine de kilomètres de Sturgis. Ici, les bikers vivent uniquement entre eux, libres de toute contrainte. Au Buffalo Chip, nous allons retrouver Skulls, qui est lui aussi venu prendre un peu de bon temps. Cet après-midi, il participe à un concours, celui du plus beau tatouage, sans trop de succès. Il est aussi venu retrouver et encourager un de ses amis, Dave. J'ai rencontré Dave l'année dernière. J'étais à une station-service et j'ai vu sa moto. J'étais là, regarde-moi ça. J'étais en train de prendre des photos de sa bécane. Et j'ai vu un mec me regarder, tourner autour. Je le vois et je lui dis, c'est ta moto ? Il me dit, ouais, c'est la mienne. Et je lui ai dit, mec, t'as la bécane la plus cool du monde. J'adore ta moto. Dave participe au concours de la plus belle moto dans une catégorie un peu particulière. Il s'agit de celle qui a l'aspect le plus âgé, le plus abîmé. Ça me représente. Ce que tu vois, c'est ce que tu as devant toi. Les gens pensent que je porte ces fringues pour le Sturgis. Non. Je suis comme ça tout le temps, tous les jours. Je peux pas me permettre de me payer une Harley, alors je me suis dit, ah bah va t'acheter une vieille japonaise. Ok. Je vais le faire. Et $500 plus tard, j'ai trouvé ça. J'ai commencé à la faire ressembler à quelque chose. J'ai mis $700 dedans. Mais je ne la vendrai pas pour 1 million. Je l'adore. Au Buffalo Chip sont réunies les plus belles motos de tout Sturgis. Il n'y a aucun prix à gagner. C'est pour le prestige que ces propriétaires de motos concourent. C'est une Harley Davidson ? Non. Je suis de Chicago, Illinois, mais originaire du Nevada. Cette moto a été réalisée sur la base d'une Honda de 1977, une Geo 1000. Elle a un moteur de 1100 cm3, un compresseur et elle est boostée au protoxyde d'azote. Elle développe 192 chevaux, mais en réalité, elle va jusqu'à 222 chevaux au maximum de sa puissance. C'est pas un show professionnel. On prend tous ceux qui construisent une moto, même si c'est dans son garage. Ça peut être une très belle moto capable d'entrer en compétition avec les meilleurs.
Et parfois ils gagnent. Engins rutilants ou au contraire très âgés, choppers, on y trouve même des véhicules étranges à 4 roues. Voici le propriétaire de cette moto très particulière qui se trouve ici. Tu viens d'où? Augusta, Kansas. Augusta, Kansas. Il y a quelques années aux États-Unis, on avait une série télé qui s'appelait La Famille Adams. Le grand-père conduisait un corbillard équipé d'un V8. Ça m'a trotté dans la tête pendant des années et un jour j'ai décidé de faire la même avec un moteur Harley. À la remise des récompenses, les participants se succèdent pour recevoir leur prix. Comme cette équipe d'Italiens particulièrement heureux. C'est la première fois qu'il se rendait à Sturgis. Dave attend lui les résultats de sa catégorie, celle de la moto la moins retouchée, et il remporte le prix. Ouais! Merci. Les gens me demandent combien d'heures j'ai mis dans ma bécane et je réponds 0. C'est que du plaisir. Ouais, mon pote! C'est génial. C'est un des plus grands honneurs, probablement des États-Unis. C'est bonjour! Montre-leur tes armes. Mes armes? Jolie paire d'armes. Dernière journée à Sturgis. Sur Main Street, nous retrouvons Gilbert et sa bande. La mission du jour, achat de souvenirs pour tout le monde. Et c'est toute une organisation. D'abord, séparer le groupe et trouver un point de rendez-vous. Ça fait 10 jours que tu fais les cours. T'as pas fini de faire des cours? 7h30 devant Harley Davidson là-bas. Ouais. Ok. C'est avec Nicole et Gilbert que nous partons faire les courses. Pas vraiment d'artisanat local à Sturgis. Ici, on achète du t-shirt et en grande quantité. Quand tu arrives le dernier jour, comme aujourd'hui, c'est samedi soir, normalement les prix baissent. Alors au début, tu peux avoir 3 t-shirts pour je sais pas moi, $20 ou $25. Là, tu vas en avoir 5 ou 6 pour le même prix. Allez, on va rentrer dans celle-là. Et 1 heure plus tard, au point de rendez-vous, on compare les bonnes affaires. On profite parce que... Plein de trucs, plein de beaux trucs. Tu la regardes le jaune comme il est beau. Oh, il est beau. Regarde le jaune comme il est beau. C'est jaune ça. C'est pour qui ça? Attends, il y en a plusieurs. C'est pour Patrick. C'est pour Patrick? Ouais, ben oui. Ils font pas les mêmes pour hommes, non? Ils font pas les mêmes pour hommes? J'achète toujours des femmes à poil, Patrick. Ah ben ouais, il y a là, oui. Non mais moi j'en veux plus, j'en ai marre. Voilà, d'avoir un arbre. Voilà la pin-up. Voilà, ça. Demain, Gilbert et les autres quitteront Sturgis, les valises encore un peu plus remplies. La Bike Week touche à sa fin. À la sortie de l'église, nous croisons Charlie Sinclair et ses amis que nous avions rencontrés. Ils sont aussi chargés qu'à l'aller, maintenant prêts pour le départ. Prêts pour plusieurs jours d'une route qui réserve toujours des surprises. Alors, comment s'est passé le périple? Le séjour n'est jamais assez long. Mais le voyage, c'est tout ce qui compte. Tous les bons et les mauvais jours font partie du truc. On a échappé à la mort et à la destruction, aux tornades et des trucs comme ça. Je crois qu'on s'ennuierait vachement s'il faisait beau tous les jours. C'est ça l'intérêt. Un périple qui démarre dans les embouteillages. Quitter Sturgis n'a rien à envier à un week-end du 15 août sur les routes de France. À la fin du 7e jour, presque tous les bikers sont déjà repartis. Les campings se vident. Au Buffalo Chip, il ne reste que les derniers irréductibles. Comme Crazy George, une figure locale. Responsable des objets perdus, il ne quitte jamais sa guérite. Il est le plus vieux participant de la Bike Week pour une bonne raison. Il y est né. En 1947, mon père et ma mère sont venus au rassemblement. Ma mère était enceinte de moi. Le rassemblement était tout petit. Elle a commencé à avoir des contractions, le travail a duré 7 jours et le 8e jour, le 8 août, je suis né. Au pied de Bear Mountain, dans une cabane miteuse, pendant le rassemblement.
D'après les gens qui étaient là, ils ont dit que les esprits de Crazy Horse et de George Castor étaient là. Alors ils m'ont appelé Crazy George. Crazy à cause de Crazy Horse et George à cause de George Castor. Ceux qui ne veulent pas partir se regroupent autour de Crazy George. Dans quelques heures, Sturgis redeviendra une petite ville de province, calme, rurale, jusqu'au retour des bikers l'année suivante. I'll give you my love only to you. Be there to warm your night. And I'll wear a raincoat for 6 months, honey, till the doctor says it's all right. Say it like a lifestyle. You don't have to love me, honey, just let me hold the dildo. It may sound a little funny, just let me hold the dildo. I can make it go fast, I can make it go slow. All I wanna hear is you go. You don't have to love me, honey, just let me hold the